dans cette présentation de la prise en charge de la sténose aortique post-radique. Nous allons commencer par une introduction sur ce concept de valvulopathie post-radique. La radiothérapie peut entraîner des lésions à différents étages cardiaques. Ça peut être au niveau vasculaire, au niveau valvulaire, au niveau péricardique et au niveau myocardique. Concernant les risques de cardiotoxicité liés à cette radiothérapie, on voit que la dose totale, si elle est à plus de 30-35 grammes, est un facteur de risque. On voit si les fractions de dose sont élevées à plus de 2 grammes par jour également. La zone d'irradiation, si elle contient le cœur, évidemment. Si la position est antéro-postérieure du trajet de la radiothérapie. Et bien sûr, si la tumeur est à proximité du cœur, tout cela sont des éléments spécifiques liés aux séances de radiothérapie. Par ailleurs, il faut prendre en compte le fait que les patients jeunes sont plus à risque et que le délai entre l'irradiation initiale et notre évaluation va jouer un rôle important puisque ce sont souvent des valvulopathies retardées. Il faut également noter que les facteurs de risque cardiovasculaire, notamment le diabète et le tabagisme, peuvent être également des facteurs aggravant la cardiotoxicité des rayons X. Dans quelle situation peut-on observer une valvulopathie post-radique ? Eh bien, c'est essentiellement dans les irradiations liées au lymphome de Hodgkin médiastinaux, avec une irradiation qu'on appelle en manteau. C'est également pour les cancers du sein, avec davantage de risques quand le cancer du sein se situe du côté gauche, donc à proximité du cœur. Et puis après, ça peut être les cancers du poumon se situant à proximité de la silhouette cardiaque et d'autres cancers plus rares, notamment des thymomes ou des pathologies thyroïdiennes. Alors, il existe des techniques qui sont apparues au fil des années pour limiter le risque d'irradiation sur les structures de proximité, notamment cardiaques, notamment un gating, donc une synchronisation sur la respiration. Le fait de provoquer l'irradiation au moment d'une inspiration profonde peut éloigner également le cœur de la zone d'irradiation. Le fait de placer le patient en procubitus ou en décubitus latéral peut aider. Puis il y a des techniques spécifiques qui améliorent la précision, notamment les reconstructions 3D de la zone à irradier. Donc on peut voir les progrès qui ont été réalisés sur ces planches où on voit que finalement, à la fois pour un cancer du sein ou un lymphome, quand on utilise les techniques de dernière génération, eh bien, le volume cardiaque irradié est beaucoup plus faible que dans les années 90. Nous allons maintenant décrire les anomalies spécifiques de la sténose aortique post-radique. Tout d'abord, la relation avec le temps. Comme je vous l'expliquais au préalable, les dégâts observés au niveau échographique apparaissent 5 à 20 ans plus tard par rapport aux rayons. Donc les gens qui sont jeunes sont particulièrement exposés à développer ces valvulopathies et la présence des cofacteurs de risque, quand on a parlé notamment du tabac et de l'hypertension ou du diabète, peuvent favoriser cela. Les lésions qui sont observées sont des lésions qui peuvent être riches en calcium, notamment quand il s'agit de cancer du sein, ou des lésions qui sont plus pauvres en calcium, notamment pour les irradiations au niveau des lymphomes. Tout cela n'est pas très clair, mais globalement on voit que la lésion histopathologique n'est pas forcément la même en fonction du type de cancer observé. Donc voici quelques séries qui nous renseignent sur ce type de valvulopathie et cette fréquence de valvulopathie induite. Donc sur la partie gauche, on voit que c'est une cohorte de patients qui ont eu des irradiations médiastinales relativement importantes, 40 grammes en moyenne pour un lymphome de Hodgkin. Et on voit que 39% des patients ont une sténose aortique. Elle est cependant sévère uniquement dans les 8% des cas, et après un suivi médian de 12 ans. Sur la diapositive droite, on voit que dans cette cohorte de patients qui ont eu un lymphome de Hodgkin irradié, il y a un effet dose dépendant de l'apparition de la sténose aortique. Notamment, on voit qu'au-delà de 40 grammes, eh bien, on obtient quasiment
quasiment 25% de risque de sténose aortique, alors que pour des patients irradiés à moins de 30 Gray, on est de l'ordre de 5%, donc 5 fois moins. Quand on regarde l'imagerie des patients qui ont des sténoses post-radiques, ce sont des lésions qui sont relativement spécifiques, puisqu'il y a un épaississement diffus de la valve qui est lié à de la fibrose. Les calcifications entraînent des mouvements restrictifs au niveau des feuillets valvulaires. On peut parfois observer initialement une fuite avant la sténose. L'anneau aortique est en général également calcifié et fibreux, ainsi que le trigone aortomitral. Et on peut également avoir des anomalies de la fonction systolo-diastolique du ventricule gauche et une péricardite constrictive, puisque ces tissus cardiaques sont aussi exposés aux rayons. On va maintenant passer aux options thérapeutiques pour la prise en charge. Donc, tout d'abord, comment fait-on pour stratifier le risque de ces patients post-radiques? Eh bien, quand on fait un Neuroscore 2, on n'observe pas d'item spécifique pour les patients exposés aux rayons au niveau médiastinal. Par contre, le STS score prend en compte cette anomalie. Et comme vous pouvez le voir, quand on rentre l'anomalie radiothérapie médiastinale, on augmente quasiment de le risque de mortalité. Donc à prendre en compte dans notre stratification du risque préopératoire. Concernant le pronostic de la prise en charge de ces valvulopathies après radiothérapie, eh bien vous voyez que quand on utilise une cohorte qui est matchée avec des patients qui n'ont pas eu de radiothérapie médiastinale au préalable, on va observer, alors que les patients ont un risque qui paraît similaire, lié au matching, eh bien, la durée d'hospitalisation chez les patients post-radiques est de 5 jours plus longue. Ils font 2 fois plus de fibrillation atriale, ont 50% de plus de stimulateurs cardiaques et une mortalité à 30 jours qui est multipliée par 10. Donc leur pronostic est clairement plus sévère en post-opératoire dans le cadre d'une chirurgie. Quand on regarde les résultats au long cours des patients post-radiques, eh bien, l'analyse multivariée et ajustée retrouve un risque qui est quasiment multiplié par 2 par rapport à un groupe contrôle. Et en fonction de l'Euroscore, quel que soit l'Euroscore, on observe toujours ce saut-risque chez les patients post-radiques. On peut également évaluer le risque d'un rédux, donc d'une reprise chirurgicale après un premier geste. Et malheureusement, chez les patients post-radiques, le risque d'un rédux est beaucoup plus élevé que chez les patients qui n'ont pas eu d'irradiation au niveau thoracique, puisque le risque là peut être quasiment rédhibitoire, avec une multiplication par 13 du risque de mortalité chez un patient post-radique qui va recevoir un rédux. Donc prendre en compte ce risque est majeur quand on se pose la question d'une deuxième chirurgie cardiaque. Alors pourquoi les patients post-radiques ont peut-être un plus mauvais pronostic post-opératoire? Il y a plusieurs hypothèses qui sont possibles. Le fait que l'aorte soit très calcifiée, voire porcelaine, peut entraîner des difficultés pour l'aortotomie. C'est un premier élément, et parfois il faut amener la prothèse à distance pour pouvoir améliorer cette situation. L'anneau aortique peut être très fibreux, et ça peut être également difficile de réaliser la suture au niveau de l'anneau. Et les lésions au niveau du trigone aortomitral peuvent rendre une suture délicate et entraîner une nécessité de faire des points plus à distance pour stabiliser la valve, et ça peut endommager les voies de conduction et favoriser le bloc atrioventriculaire, ce qui peut expliquer l'augmentation des pacemakers. Enfin, il y a parfois des pathologies respiratoires associées liées au rayon X qui peuvent provoquer des suites opératoires plus difficiles avec des complications périopératoires respiratoires qui peuvent gréver le pronostic des patients.
Alors la solution est peut-être de discuter du TAVI, puisqu'on peut s'affranchir peut-être de certaines situations. Malgré tout, quand on fait des TAVI aux patients qui ont des thorax post-radiques, eh bien on se rend compte qu'ils ont un surrisque d'événements cardiovasculaires et de mortalité par rapport à un groupe contrôle, et avec une multiplication quasiment par 2 du risque de mortalité. Donc on ne résout pas tous les problèmes en faisant un TAVI, même si ça peut paraître une option avantageuse chez les patients qui ont un thorax post-radique majeur. Et dans cette situation, après les prises en charge par TAVI, on voit que dans les cadres des patients post-radiques, le risque de fibrillation atriale est multiplié par 20, celui d'AVC par 5, et l'implantation de pacemaker reste également 2 fois plus élevée que lorsque les patients n'ont pas de thorax post-radique. Alors une étude qui est très intéressante, qui est une étude rétrospective, qui a évalué une stratégie soit de faire un remplacement valvulaire chirurgical, soit un TAVI chez des patients post-radiques. Eh bien, on se rend compte que c'est surtout chez les patients à haut risque chirurgical que le TAVI fait mieux que la chirurgie valvulaire, et que chez les patients à bas risque, finalement, le TAVI et la prise en charge chirurgicale font jeu égal. Donc finalement, quand le score de STS est au-delà de 3%, on peut se poser la question de privilégier le TAVI dans cette population, alors que chez les patients à bas risque, peut-être que le remplacement valvulaire chirurgical reste une option intéressante, à discuter bien sûr au cas par cas. Le TAVI présente certaines limites qu'il faudra discuter bien sûr en ART-TEAM. Donc est-ce que la taille de l'anneau permet de mettre un TAVI, ou bien s'il y a déjà eu une prothèse préalable, une bioprothèse préalable, est-ce qu'on est sur une taille de valve in-valve suffisante pour éviter un mismatch. Il faut également se méfier pour le TAVI si les calcifications sont majeures au niveau de l'anneau, qu'on ne risque pas une obstruction coronaire. Il se méfier également bien sûr des autres contre-indications habituelles du TAVI, s'il y a une endocardite active ou s'il y a des thrombus dans l'aorte à risque embolique. Donc on va conclure sur cette présentation en essayant de proposer un algorithme. Cette prise en charge post-radique de la sténose aortique nécessite un ART-TEAM. Il faut éviter de faire des interventions itératives. Donc si on choisit d'emblée de faire un remplacement valvulaire aortique chirurgical, faire une correction la plus complète possible afin d'éviter un rédux à terme. Il faut prendre en compte les autres comorbidités radiques. Est-ce qu'il y a une maladie coronaire associée, une péricardite chronique constrictive, des lésions myocardiques sévères, et évaluer l'atteinte cutanée pour le risque de cicatrisation et l'atteinte pulmonaire qui pourrait entraîner des complications post-opératoires. L'algorithme de droite proposé par cette équipe permet de se mettre face à deux situations. Finalement, quand on a un patient à bas risque avec un STS à moins de 3%, on peut probablement se poser la question d'une chirurgie valvulaire, et puis de proposer une correction complète s'il faut également faire des pontages par exemple. Ça peut être une option intéressante. Si on est dans le cadre d'un patient à haut risque avec un STS à plus de 3%, eh bien, il faudra quand même se poser en priorité la question du tout percutané, TAVI plus revascularisation coronaire, ou geste sur une mitrale percutanée. Si tout cela est possible, ça semble être l'option la plus simple. Je vous remercie de votre attention.